Un autre jeu, c'était Paul et Virginie qui lisaient l'empereur. Ils en faisaient ressortir les endroits touchants. Cela était un jeu simple et naturel, ce où abondait le pathos des idées abstraites et fausses tant à la mode. Lorsque l'ouvrage fut publié, ayant tout froid, mauvais, manqué, l'empereur disait avoir été fort engoué de cet ouvrage dans sa jeunesse, mais il estimait peu le personnel de son auteur. Il ne lui pardonnait pas d'avoir mystifié sa générosité à son retour de l'armée d'Italie. La sensibilité, la délicatesse de Bernardin de Saint-Pierre disait l'empereur ressemblait peu au charmant tableau de Paul et Virginie. C'était un méchant homme, maltraitant fort sa femme, fille de l'imprimeur d'Ido et toujours prêt à demander l'aumône sans honte. À mon retour de l'armée d'Italie, Bernardin vint me trouver et me parla presque aussitôt de ses misères. Moi, qui dans mes premières années n'avais rêvé que de Paul et Virginie, flatté d'ailleurs d'une confiance que je croyais exclusive et que j'attribuais à ma grande célébrité, je m'empressai de lui rendre sa visite et laissai sur un coin de sa cheminée sans qu'on ait pu s'en apercevoir un petit trou de 25 louis. Mais quelle fut ma honte quand j'y vis chaque rire de la délicatesse que j'y avais mise et qu'on m'apprit que de pareilles formes étaient inutiles avec M. Bernardin, qui faisait métier de demander à tout venant et de recevoir de toutes mains. Je lui ai toujours conservé un peu de rancune de m'avoir mystifié. Il n'en a pas été de même de ma famille. Joseph lui faisait une forte pension et lui donnait son cesse. Mais si l'empereur aimait Paul et Virginie, il riait de pitié des études de la nature du même auteur. Bernardin disait bon littérateur, était à peine géomètre. Ce dernier ouvrage était si mauvais que les gens de l'art du dernier monde de répondre à Bernardin ont jeté les hauts cris. Le célèbre mathématicien Lagrange répondait toujours à ce sujet en partant de l'Institut. Si Bernardin était de notre classe, s'il parlait notre langue, nous ne réparirons à l'autre, mais il est de l'Académie et son style n'est pas de notre ressort. Bernardin se plaignant un jour, comme de coutume, au premier consul du silence des savants à son égard. Celui-ci lui dit savez-vous le calcul différentiel, monsieur Bernardin? Non. Eh bien, allez le prendre et vous vous répondrez à vous-même. Plus tard, étant l'empereur, toutes les fois qu'il apercevait, il avait coutume de lui dire monsieur Bernardin, quand nous donnerez-vous des Paul et Virginie ou des chaumières indiennes? Vous devriez nous en fournir tous les 6 mois. En lisant les révolutions romanes et Verto, que l'empereur estime fort ailleurs, il en trouvait les harangues délayées. C'est la plainte constante de l'empereur contre tous les ouvrages qu'il rencontre. C'était là, à lui-même disait-il, le grand défaut de sa jeunesse. On peut dire qu'ils sont bien corrigés depuis. L'empereur s'était donc amusé à rayer les phrases parasites qu'il avait rencontrées dans Verto. En effet, avec ces suppressions, il présentait bien plus de force, d'énergie et de chaleur. Ce serait un travail bien précieux et bien goûté, sans doute, disait-il, que de se dévouer à réduire ainsi avec goût et discernement les principaux ouvrages de notre langue. Je ne connais guère que Montesquieu, observait-il,
qu'il put échapper à ces réductions. Il parcourait souvent Rollin et allait trouver des fugues et trop bonne âme. Rivier, son continuateur, lui semblait détestable. Il se plaignait d'un autre matériel classique et du temps que de si mauvais livres faisaient perdre à la jeunesse. C'est qu'il était composé par des rhétures, des simples professeurs, que ces sujets immortels, la base de nos connaissances dans la vie, ils ont dû être, disait-il, présentés, écrits et rédigés par des hommes d'État et des hommes du monde. L'empereur avait à ce sujet des idées très heureuses. Les temps lui avaient manqué pour les faire exécuter. L'empereur était encore moins satisfait de nos historiens français. Il n'en pouvait lire aucun. Véry était plein de mots et vide de choses. Ses continuateurs étaient encore pires. Notre histoire, disait-il, devait être en 4 ou 5 volumes ou en 100. Il avait connu Garnier, le continuateur de Véry, et de Viarret. Il demeurait au bas de la maison. C'était un bon vieillard octogénaire qui occupait un entresol sur le chemin avec une petite galerie frappée de l'empressement affectueux qui témoignait ce bon vieillard toutes les fois qu'il passait la première consul à saluer son format qui se pouvait être. Apprenant que c'était Garnier, il expliqua son empressement et pensait sans doute, disait gaiement l'empereur, qu'à titre d'historien, le premier consul était de son domaine, seulement il devait s'étonner de retrouver des consuls où il était habitué à voir des rois. Et c'est ce que lui dit en riant la première consul qui les fit appeler au jeu et lui donna une forte pension. La bonhomme, disait l'empereur, dans sa reconnaissance, eût écrit depuis cet instant volontiers et du fond de son cœur tout ce qu'on eût voulu. 27. Sur les 5 heures, l'empereur est sorti en calèche. La soirée était fort belle. Nous allions fort vite et l'espace à parcourir est fort court. L'empereur fait ralentir dans l'intention d'allonger. Comment? Nous rentrions jetant les yeux sur la côte dont nous étions séparés que par le ravin. Il a demandé pourquoi on ne pouvait pas franchir cet espace qui doublerait notre promenade. On a répondu que c'était impossible et nous continuons de rentrer. Mais quand réveillé tout à coup par ce mot impossible, qui a si souvent dit n'être pas français, il a ordonné d'aller reconnaître le terrain. Nous avons tout mis pied à terre. La calèche seule a continué vers le point difficile. Nous l'avons vu franchir les obstacles et nous sommes rentrés triomphants, comme si nous venions de doubler nos possessions. Pendant le dîner et après, on a parlé de divers faits d'armes. Le grand maréchal disait que ce qui l'avait le plus frappé dans la vie de l'empereur était le moment alors où, seul avec quelques officiers de son état-major, il se trouva presque heurté par une colonne de 4 à 5 000 Russes. L'empereur était à pied. Le prince de Neuchâtel fit aussitôt avancer les chevaux. L'empereur lui lance un regard de reproche dans l'ordre de faire avancer un bataillon de sa garde qui était assez loin en arrière et demeure immobile, répétant 12 fois à mes yeux que les Russes approchaient. Quelle audace! Quelle audace! À la vue des grenadiers de la garde, les Russes arrêteront net. Il était plus que temps, disait Bertrand. L'empereur n'avait pas bougé. Tout ce qui l'entourait avait frémi.
L'empereur avait écouté ce récit sans aucune observation, mais il a ensuite réfléchi qu'une des plus belles manœuvres dont il se rappelait était celle qu'il avait exécutée à Eckmühl. Malheureusement, il n'en a point dit davantage et n'a rien détaillé. Le succès à la guerre a-t-il continué tellement au coup d'œil et au moment que la bataille d'Austerlitz s'est gagnée si complètement eût été perdue si j'eusse attaqué 6 heures plus tôt. Les Russes y montreront des troupes excellentes qu'on n'a jamais retrouvées depuis l'armée russe d'Austerlitz. N'aurait pas perdu la bataille de la Moskva. Marengo, continuait l'empereur, était la bataille où les Autrichiens s'étaient les mieux battus. Leurs troupes s'y étaient montrées admirables, mais leur valeur si en terrain, on ne les a plus retrouvées depuis. Les Prussiens n'ont pas fait à Jena la résistance qu'on attendait de leur réputation. Du reste des multitudes de 1814 et de 1815 n'étions que de la canaille auprès des vrais soldats de Marengo, d'Austerlitz et Diana. La veille, Diana, l'empereur disait avoir couru le plus grand danger. Il eût pu disparaître pour ainsi dire, sans qu'on connût bien sa destinée, et s'était approché de l'obscurité des bivouacs ennemis pour les reconnaître. Il n'avait avec lui que quelques officiers d'idées. Quand se faisait à l'armée prussienne, tenait tout le monde en alerte. On croyait les Prussiens disposés surtout aux attaques de nuit. L'empereur, en revenant, reçut le coup de fusil de la première sentinelle de son camp. Ce fut un signal pour toute la ligne. Il n'eut d'autre reçu que de se jeter à plat ventre jusqu'à ce que la méprise fût reconnue. Encore toute sa crainte était telle que la ligne prussienne dont il était fort près n'en fit alors autant. Au Marengo, les soldats autrichiens avaient bien conservé le souvenir du vainqueur de Castellion et d'Arco et de Rivoli. Son nom était bien quelque chose sur leur esprit, mais ils étaient loin de les croire présents. Ils les croiront morts. On avait pris soin de leur persuader qu'il avait péri en Égypte, que ses premiers consuls dont on leur parlait n'étaient que son frère. Ces bruits s'étaient tellement accrédités partout que Napoléon fut dans l'obligation de se montrer publiquement à Milan pour les détruire. L'empereur passant ensuite à un grand nombre d'officiers de ses aides de camp, leur distribuait couramment le blâme et la louange. Elle les connaissait tout à fond des circonstances, disait-il, qui l'avaient le plus affecté sur les champs de bataille, avaient été la mort du jeune Guibert et celle du général Corbeau. Une volée à Aboukir avait percé la poitrine du premier. De pardon par son achevait. L'empereur, après lui avoir adressé quelques paroles, s'était vu contrainte par ses sensations de s'éloigner. L'autre avait été enlevé, roulé, réduit à rien, par un boulet à Alain, sous les yeux de l'empereur, comme il achevait de lui donner des ordres. L'empereur citait aussi les derniers moments du maréchal Lannes, ces valeureux ducs de Montebello, si justement appelés les Roland de l'armée, qui, visité par l'empereur sur son lit de mort, semblait oublier sa situation pour ne s'occuper que de sa lui qui aimait par-dessus tout. L'empereur faisant le plus grand cas, il n'avait été longtemps qu'un sabreur, disait-il, mais il était devenu du premier talent. Quelqu'un a dit alors qu'il serait curieux de connaître quelle conduite il eût tenue dans ces derniers temps. Nous avons appris de ne jurer de rien, disait l'empereur. Toutefois, je ne pense pas qu'il eût été possible de le voir manquer à l'honneur et au devoir. D'ailleurs, il est à croire qu'il n'aurait pas existé, brave comme il l'est,
Il est indubitable qu'il se fut fait tuer dans le dernier temps, ou du moins qu'il eût été assez blessé pour se trouver à l'écart hors du centre d'influence des affaires. Enfin, s'il eût été disponible, il était de ces hommes à changer la face des affaires par son propre pouvoir et sa propre influence. L'empereur vint ensuite à Duroc, sur le caractère et la vie privée duquel il s'arrêta longtemps. Duroc, concluait-il, avait des passions vives, tendres et secrètes qui répondaient un peu à sa froideur extérieure. J'ai été longtemps avant de le savoir, tant son service était exact et régulier. Ce n'était que quand ma journée était entièrement close et finie, quand je reposais déjà, que la sienne commençait. Les hasards seuls ou quelque accident, on peut me le faire connaître. Duroc était pur et moral, tout à fait désintéressé pour recevoir, extrêmement généreux, un peu donné. L'empereur disait qu'en ouvrant la campagne terrestre, il avait perdu 2 hommes bien précieux et les plus bêtement du monde. C'était Bessières et Duroc. Il affectait en ce moment d'en parler avec un stoïcisme qu'on apercevait bien être pas naturel. Quand il fut voir Duroc après son coup mortel, il essaya de lui donner quelques espérances, mais Duroc, qui ne s'abusait pas, ne lui répondit qu'en le suppliant de lui faire donner de l'opium. L'empereur, trop affecté, ne peut prendre sur lui de rester longtemps et se déroba à ce déchirant spectacle. Alors l'un de nous lui rappelait que, devenu auprès de Duroc, il se mit à se promener seul devant sa tente. Personne n'osait l'aborder. Cependant, on avait des mesures essentielles à prendre peu le lendemain. On se hasarda donc à venir lui demander où il fallait placer la batterie de la garde. À demain tout fut la réponse de l'empereur. À se souvenir l'empereur avec affection, à parler brusquement d'autre chose.